Le pouvoir de Paul-Henri Sandaogo Damiba ne s'est pas effondré sous les balles, il s'est brisé dans le silence d'un dossier judiciaire refermé. En moins de 2 semaines, un ancien chef de l'État est passé du statut d'exilé politique à celui d'accusé retourné de force à Ouagadougou. Pas de négociations publiques, pas de bras de fer militaire, seulement des mandats, des signatures et une procédure qui ne laissait aucune issue. Damiba n'est plus un symbole, il est devenu un risque juridique formalisé. Les accusations ne cherchent pas à réécrire l'histoire, elles décrivent une trajectoire, préparation d'actes menaçant la sécurité de l'État, détournement de fonds publics, enrichissement inexpliqué, corruption, blanchiment d'argent lié à des activités de déstabilisation, pris séparément. Ces crimes sont lourds. Pris ensemble, ils changent de nature, ils cessent d'être des fautes individuelles, ils deviennent une menace systémique, ce qui frappe. Ce n'est pas seulement la gravité du dossier, c'est sa vitesse. Dans une région où le temps protège souvent les anciens dirigeants, le temps a été neutralisé, l'enquête était prête avant d'être annoncée, les réseaux étaient cartographiés avant d'être nommés. La décision n'a pas été improvisée, elle a été exécutée. Ce rythme envoie un signal précis. Le pouvoir ne se négocie plus dans l'exil, il se règle dans le droit. La perspective d'une peine allant de 30 ans à la prison à vie n'est pas une menace politique, c'est une conséquence légale anticipée. Quand la sécurité nationale devient le cadre de lecture, chaque crime change de poids. Chaque intention compte autant que l'acte. Ce dossier n'est pas centré sur un homme, il interroge une frontière. À partir de quel moment l'autorité cesse d'être une fonction et devient une responsabilité irréversible? 3 heures. C'est là que l'histoire commence réellement. Le dossier judiciaire contre Damiba ne repose pas sur des erreurs isolées. Il décrit une accumulation, une logique, une préparation. La charge la plus lourde n'est pas financière, elle est stratégique. La loi burkinabé considère la préparation d'actes contre la sécurité de l'État presque aussi grave que leur exécution. Pourquoi? 3. Parce qu'une fois les plans établis, les ressources mobilisées et les réseaux activés, le dommage est souvent déjà irréversible. Le crime commence avant l'explosion. C'est cette lecture qui structure tout le reste du dossier. Les détournements de fonds publics ne sont pas présentés comme une simple corruption personnelle. Ils sont décrits comme un mécanisme de soutien. L'argent n'est plus un but, il devient un outil. L'enrichissement illicite joue ici un rôle clé. Ce chef d'accusation inverse la charge morale. Il ne s'agit pas de prouver chaque vol. Il s'agit d'exiger une explication. Quand un ancien dirigeant ne peut justifier l'origine de ses biens, le silence devient une preuve. La corruption et l'incitation à des actes criminels aggravent encore le tableau. Elles suggèrent une volonté d'entraîner d'autres acteurs, de normaliser la transgression, de transformer l'illégalité en méthode, le blanchiment d'argent. Enfin, agit comme un amplificateur, il permet aux activités de déstabilisation de durer, de circuler, de survivre à l'exposition. Dans les affaires de sécurité nationale, le blanchiment n'est jamais secondaire, il est structurel. Ce qui rend cette combinaison explosive, c'est son point de convergence, tout revient à la sécurité de l'État. Dans le droit burkinabé, lorsque plusieurs infractions graves sont liées par une intention commune, le juge ne les additionne pas mécaniquement, il choisit un axe. Ici, cet axe est existentiel. À cela s'ajoute un facteur décisif, la responsabilité liée au rang. Un ancien chef de l'État n'est pas jugé comme un citoyen ordinaire. Plus l'autorité était élevée, plus la trahison pèse lourd. Ce principe transforme 30 ans de prison en seuil minimal, non en plafond. Si la planification, la coordination et la durée sont démontrées, la prison à vie devient juridiquement cohérente, pas symbolique, cohérente. La loi trace alors une ligne claire quand le pouvoir est utilisé contre la nation. La sanction est conçue pour durer aussi longtemps que le dommage potentiel. La rapidité avec laquelle l'affaire Damiba a progressé n'est pas un détail procédural, c'est un choix de pouvoir. En moins de 2 semaines, l'État est passé de la dénonciation formelle à un mandat d'arrêt international, puis à l'extradition effective.
dans un environnement politique où les dossiers sensibles s'enlisent pendant des années. Cette vitesse a rompu une habitude profondément enracinée, celle de laisser le temps protéger les anciens dirigeants. Ici, le temps a été traité comme un facteur de risque. Le droit burkinabé prévoit une urgence particulière lorsque des menaces contre la sécurité nationale persistent à distance. L'exil n'est pas perçu comme une neutralisation, il est considéré comme une position arrière. Depuis l'extérieur, les réseaux peuvent survivre, les financements circuler, les influences se maintenir, agir vite. C'était empêcher la reconfiguration. Mais cette vitesse n'aurait pas été possible sans préparation. Le dossier n'a pas été monté dans l'émotion. Demnana, il était prêt avant d'être visible. Lorsque la procédure judiciaire a officiellement débuté, une partie essentielle du travail avait déjà été accomplie. Les flux financiers avaient été identifiés, les connexions personnelles avaient été établies, les risques avaient été évalués. Ce n'était pas une réaction, c'était l'activation d'un mécanisme déjà en place. La coopération avec le Togo a révélé un autre aspect fondamental, le refus de la confrontation politique au profit de la légalité formelle. Aucune pression publique, aucune rhétorique nationaliste. Uniquement une demande juridiquement conforme, accompagnée de garanties précises. Cette méthode a réduit les marges de contestation. Elle a transformé l'extradition en décision judiciaire, non en geste diplomatique ambigu. Le message était double. À l'intérieur du pays, l'État démontrait qu'il pouvait agir de manière coordonnée. Procureurs, magistrats, services de sécurité et canaux diplomatiques ont avancé sans contradiction visible. Dans des systèmes marqués par la fragmentation, cette cohérence vaut démonstration d'autorité. À l'extérieur, la vitesse a fermé l'espace narratif. Les spéculations ont été coupées avant de se structurer. Les tentatives de victimisation ont manqué de temps pour s'installer. La rapidité n'a pas seulement permis d'arrêter un homme, elle a neutralisé un processus dans les affaires de déstabilisation. L'hésitation est une invitation. La lenteur crée des refuges. La clarté les détruit. En contrôlant le calendrier, l'État a contrôlé le sens. Et en politique, celui qui maîtrise le temps réduit drastiquement les options de ses adversaires. L'extradition de Damiba n'a pas été rendue possible par un rapport de force, elle a été rendue possible par une architecture juridique. La coopération entre le Burkina Faso et le Togo n'a rien d'automatique dans un espace régional où la méfiance prévaut souvent sur la procédure. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas l'urgence politique, c'est la lisibilité du dossier. Du point de vue togolais, la demande burkinabé ne présentait pas de zone grise. Les chefs d'accusation entraient clairement dans les catégories prévues par le droit. Les éléments transmis répondaient aux standards exigés par les accords régionaux. Surtout, les garanties étaient explicites. Aucune extradition n'aurait été possible sans un engagement formel sur 3 points. 2. L'intégrité physique du détenu, l'accès à un procès équitable et l'exclusion de la peine de mort. Ces garanties n'étaient pas symboliques, ils les constituaient à la condition même de la décision. En les acceptant, le Burkina Faso n'a pas cédé une parcelle de souveraineté. Il a choisi une forme de souveraineté plus robuste, celle qui repose sur la conformité, pas sur l'arbitraire. Le résultat est stratégique. Pour le Togo, coopérer signifiait refuser le rôle de refuge, ne pas devenir un espace de recyclage pour des figures politiquement exposées, envoyer un message clair. 2. Le territoire togolais ne serait pas utilisé comme arrière-base de déstabilisation. Pour le Burkina Faso, l'enjeu était plus large que Damiba. Il s'agissait de démontrer que la justice nationale pouvait franchir les frontières sans se dénaturer, que l'autorité de l'État ne s'arrêtait pas à la ligne frontalière. Cette coopération a produit un effet rarement mesuré à court terme. 2. Elle a réduit l'attractivité de l'exil. Quand l'exil cesse d'être un bouclier, il perd sa fonction stratégique. Les anciens dirigeants comprennent que le temps passé à l'étranger ne garantit plus l'oubli. Les réseaux comprennent que la distance n'assure plus l'impunité. Dans une région marquée par les cycles de coups d'État, ce signal est lourd de conséquences. Il modifie les calculs, il augmente le coût de la fuite, il transforme l'après-pouvoir.
Ce cas montre que la coopération judiciaire, lorsqu'elle est fondée sur des procédures claires et des engagements vérifiables, ne fragilise pas les États, elle les relie. Et en les reliant, elle renforce leur capacité à neutraliser les menaces sans recourir à la violence. L'extradition n'a donc pas seulement transféré un homme, elle a déplacé une norme. L'impact du dossier Damiba dépasse largement le cadre judiciaire. Il a modifié la perception même du Burkina Faso sur la scène africaine. Pendant des années, les États issus de coups d'État ont été enfermés dans une image récurrente de fragilité, improvisation, dépendance à des médiations extérieures. Cette affaire a brisé cette lecture, non par des discours, par une séquence maîtrisée. Dans de nombreux pays africains, la chute d'un dirigeant ouvre une phase prévisible. L'exil devient un sanctuaire, le silence protège, le temps efface. Depuis l'étranger, les anciens leaders continuent d'exister politiquement, alimentent des réseaux, financent des retours hypothétiques. Le Burkina Faso a refusé ce cycle en engageant une procédure légale et en obtenant une extradition. L'État a fermé l'option du pouvoir parallèle. Il a signalé que l'autorité ne survit pas à la perte du pouvoir institutionnel. Elle se transforme en responsabilité judiciaire. Ce choix a renforcé la crédibilité régionale du pays. Un État capable de faire appliquer son droit au-delà de ses frontières est perçu différemment. Il cesse d'être un sujet de préoccupation pour devenir un acteur normatif. Cette crédibilité n'est pas abstraite, c'est-à-dire elle repose sur un élément central. D'où la confiance. La coopération du Togo n'aurait pas été possible sans la conviction que les engagements seraient respectés. Cette confiance est rare. Elle se construit lentement et elle se perd vite. En respectant les règles, le Burkina Faso a accumulé un capital politique silencieux, un capital qui ne se mesure pas en alliance visible, mais en disposition future à coopérer à l'intérieur du pays. L'effet est tout aussi profond. Donc l'affaire a redéfini les attentes. Les citoyens ont vu un État agir sans brutalité, sans vengeance, sans mise en scène. L'autorité n'a pas été criée, elle a été exercée. Cette méthode a renforcé un principe clé de la loi n'est pas un décor institutionnel, elle est un instrument opérationnel. Dans les forces armées, le message est encore plus direct, le rang ne protège plus. Le passé ne garantit plus l'immunité. La loyauté n'est plus personnelle, elle est institutionnelle. C'est ici que l'ombre d'Ibrahim Traoré devient significative. Son absence apparente du récit public n'est pas un vide, c'est une décision en ne personnalisant pas l'affaire. Il a empêché sa transformation en duel politique. Il a évité le piège classique de la rivalité militaire. Il a laissé les institutions produire le résultat. Et cette retenue a déplacé le centre de gravité. Le pouvoir n'était pas incarné, il était organisé. À mesure que le récit avançait, un changement s'est opéré. Le nom de Damiba perdait de son poids. Le système gagnait en visibilité. Et c'est là que la pression réelle commence, quand un État montre qu'il peut neutraliser un ancien chef sans chaos, sans violence et sans dépendance extérieure. Il impose un nouveau standard. Ce standard force chaque acteur à recalculer, rester silencieux, s'opposer ou accepter. Aucune option n'est neutre. Les réactions occidentales à l'affaire Damiba ont suivi une trajectoire familière. Pas de confrontation directe, pas de sanctions, pas de condamnation officielle coordonnée. À la place, un déplacement du récit dans plusieurs médias internationaux. Damiba a été présenté d'abord comme un ancien putschiste. Son renversement d'un gouvernement élu a occupé l'espace narratif. La procédure judiciaire en cours a été reléguée à l'arrière-plan. Ce cadrage n'était pas neutre. Il cherchait à déplacer la question centrale. Le débat n'était plus de 2, si les accusations sont-elles fondées, 3S, mais 2, le pouvoir actuel est-il légitime pour juger, 3S, certains termes ont été choisis avec soin, expulsion plutôt que extradition, manœuvre politique plutôt que coopération judiciaire. Chaque mot réduisait la portée légale du processus sans l'attaquer frontalement. Un autre axe a été mobilisé. 2 années la peine de mort. Sa récente réintroduction au Burkina Faso a été présentée comme un risque imminent.
Cette insistance a créé une tension morale. Même si des garanties écrites excluaient explicitement son application dans ce dossier, ces garanties n'étaient pas accessoires. Elles étaient la condition même de l'extradition. Le problème de ces critiques n'est pas idéologique. Il est factuel. Deux systèmes judiciaires souverains ont examiné le dossier. Une cour d'appel a statué publiquement et des engagements précis ont été formulés et acceptés. Contester l'ensemble aurait nécessité de contester le droit lui-même. C'est pourquoi les gouvernements sont restés prudents. Une opposition ouverte aurait exposé une contradiction devant comment dénoncer une procédure légale sans attaquer les principes que l'on prétend défendre. Troisième, ce silence relatif a une signification stratégique. Il montre que les États qui agissent fermement, mais dans les cadres juridiques, réduisent leur vulnérabilité externe. Quand les procédures sont claires, les garanties documentées et les étapes vérifiables. La pression perd son levier. Pour les pays qui observent, la leçon est directe. La souveraineté défendue par la loi est plus difficile à isoler que la souveraineté imposée par la force. Dans ce contexte, l'affaire Damiba devient un cas d'école. Elle révèle les limites du pouvoir narratif lorsque le droit est maîtrisé. Elle montre que la légitimité, lorsqu'elle est construite méthodiquement, résiste mieux que la rhétorique, mais cette stratégie a un prix. Elle exige discipline, patience et renoncement à la mise en scène. Elle ne produit pas de victoire spectaculaire, elle produit de la durée, et c'est précisément ce qui inquiète le plus. Un État qui n'a plus besoin de se justifier bruyamment commence à imposer ses choix par la seule cohérence de ses actes. À mesure que l'affaire avançait, un élément devenait de plus en plus visible par son absence. Le président Ibrahim Traoré ne cherchait pas la scène. Son nom apparaissait rarement, sa voix n'encadrait pas le récit, il ne revendiquait ni victoire ni autorité personnelle. Ce silence n'était pas un retrait, c'était une stratégie. Dans des systèmes marqués par les coups d'État, la personnalisation du pouvoir est un accélérateur de fractures. Chaque mot peut être interprété comme une vengeance, chaque apparition comme une provocation. Traoré a neutralisé ce risque en laissant les institutions parler à sa place. En procédant ainsi, il a déplacé le conflit. Ce n'était plus un ancien chef contre un nouveau dirigeant, c'était l'État face à des accusations. Cette distinction a protégé le processus. Elle a empêché la transformation de Damiba en figure martyre. Elle a limité les possibilités de mobilisation émotionnelle. Elle a réduit l'espace de polarisation au sein des forces armées. Le message adressé aux militaires était clair. La discipline ne serait pas imposée par la peur, elle serait maintenue par le droit. La loyauté attendue n'était pas personnelle. Elle était institutionnelle à l'international. Cette retenue a produit un effet similaire. Les observateurs n'ont pas vu un dirigeant cherchant à consolider son pouvoir par l'élimination d'un rival. Ils ont vu un système fonctionner sans interférence visible. C'est une forme de pouvoir moins spectaculaire, mais plus durable. À mesure que l'affaire progressait, le nom de Traoré devenait secondaire. L'attention se déplaçait vers les mécanismes, les procédures, les enchaînements. C'est à ce moment précis que l'enjeu change de nature. Quand un État démontre qu'il peut gérer un dossier aussi sensible sans dépendre d'une figure centrale, il réduit sa vulnérabilité. Le système cesse d'être fragile parce qu'il cesse d'être personnalisé. Ce modèle crée une pression silencieuse. Il oblige chaque acteur à se positionner face aux institutions, non face à un homme, accepter, résister ou tenter de contourner. Chaque choix a un coût et aucun ne peut plus se cacher derrière l'ambiguïté. Le pouvoir n'est plus incarné, il est distribué. C'est souvent à ce stade que les systèmes deviennent réellement stables ou profondément contestés. L'affaire Damiba ne se termine pas dans une salle d'audience, elle s'installe dans la mémoire politique. Ce qui restera n'est pas une arrestation, ni une extradition, ni même une peine éventuelle. Ce qui restera, c'est un choix. Le Burkina Faso a montré qu'un État confronté à l'instabilité pouvait refuser les deux réflexes classiques
Deux cernes, la vengeance spectaculaire ou l'oubli stratégique. Il a choisi une troisième voie, plus lente à comprendre, plus difficile à attaquer, lorsque la loi devient l'outil principal de défense nationale. Le rapport au pouvoir change, l'autorité cesse d'être une protection, elle devient une exposition. Et Vesa Media, quand cette logique est acceptée, une conséquence devient inévitable. 2. Le silence n'est plus une zone grise. L'exil n'est plus une assurance, le temps ne travaille plus pour ceux qui attendent, mais ce modèle ouvre aussi une pression future. S'il est accepté, il impose une continuité. Chaque dirigeant suivant sera jugé à l'aune de ce précédent. Reculer deviendra une rupture, hésiter deviendra un aveu. S'il est rejeté, le système se fragilisera de l'intérieur, la loi redeviendra sélective, la crédibilité accumulée s'évaporera plus vite qu'elle ne s'est construite, et s'il est ignoré, alors d'autres acteurs tenteront de combler le vide par des récits, par des réseaux, par des confrontations indirectes. Aucune option n'est gratuite. Cette affaire pose donc une question plus large que le destin d'un homme ou deux. Un État peut-il construire sa stabilité sans sacraliser ses dirigeants et sans renoncer à la fermeté? 3S. Le Burkina Faso a répondu non par un discours, mais par une séquence silencieuse, structurée, irréversible. Le message est simple, mais exigeant. 2. Le pouvoir ne protège plus. Il engage, et quand une nation accepte cette logique, elle ne peut plus prétendre ne pas savoir ce qu'elle défend. À vous maintenant de décider, ce modèle est-il une exception circonstancielle ou le début d'une norme durable? 3 et partager, contester ou approfondir. 5S, chacun de ces gestes prolonge déjà le débat.